Réplique V13 avec Emmanuel Carrère. Face au mal, Emmanuel Carrère n'est pas de ceux qui détournent les yeux. Il regarde l'horreur en face. 22 ans après l'adversaire, il publie V13, le recueil augmenté des chroniques du procès des terroristes du 13 novembre 2015 qu'il a tenu 10 mois durant pour l'Obs. Le livre est haletant, parfois insoutenable, et il soulève de nombreuses questions. Et d'abord celle-ci, très générale. Ce procès vous a-t-il changé, Emmanuel Carrère? Ces 149 audiences ont-elles bouleversé ou modifié votre vision de l'homme et du monde? La réponse est oui. Et vous voyez, vous avez introduit cette émission par les mots « face au mal ». C'est exactement ce à quoi je m'attendais, face au mal, vous voyez, être face à... Mais là où c'était... il y avait quelque chose de très fort et une source de changement, c'est que, au fond, pour moi, c'est pas sur ce terrain-là prévisible que ça s'est joué, mais plutôt face au bien, je dirais pas forcément au bien, mais en tout cas à une expérience humaine qui était du côté des victimes, qui était au fond une espèce de mise à nu de l'être humain, de mise à nu tragique dans des circonstances extrêmes, vraiment des expériences extrêmes de vie et de mort, et c'était ça qui était bouleversant et qui était inattendu, parce que au fond, pour qu'une expérience vous change, il faut aussi que ça ne soit pas que ce qui advienne ne soit pas ce à quoi on s'attendait. Et là, oui, il s'est vraiment passé quelque chose, pour moi, comme je pense pour tous les gens qui ont suivi le procès, à quelque place que ce soit. Et il y a aussi autre chose, c'est que, au fond, un procès, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, c'est ce qui se passe dans le prétoire. C'est dans cette espèce de scène d'un tribunal. Mais au fond, il y avait pas seulement ça, il y a aussi tout ce qui se passait dans l'assistance. Et l'assistance n'était pas seulement, au fond, des témoins des témoins comme moi ou d'autres journalistes qui n'avons pas été touchés personnellement, mais aussi toutes les victimes, toutes les parties civiles, et il s'est constitué, ça je m'y attendais pas du tout, c'est pas parce que j'avais pas vu venir ça, une espèce de communauté dont je me suis retrouvé à faire partie, comme tant d'autres, parce que tout simplement je venais tous les jours, et cette communauté a été quelque chose de... Faire partie de cette communauté a été une expérience vraiment bouleversante. Cette communauté, donc, c'est ce que vous avez appris par les victimes, dites-vous, qui vous a le plus marqué. Une communauté s'est constituée, mais alors justement, quels sont les témoignages des victimes que vous retenez particulièrement, Emmanuel Carrère? Alors vous savez, il y en a eu énormément. Il y a eu 5 semaines de témoignages de victimes au début du procès, une semaine de plus vers la fin, parce que tout simplement, il y en a qui se sont constitués partie civile qui n'étaient pas au début. Ça fait, je ne sais pas, il y a eu quelques 350 personnes qui sont venues à la barre à des titres divers. Enfin, soit à 2 titres, soit parce qu'ils étaient des rescapés, soit parce qu'ils étaient des endeuillés, qu'ils étaient, voilà, que des proches, des membres de leur famille avaient été tués. Alors, bien sûr, les témoignages n'avaient pas la même densité. Il y en avait parfois qui étaient convenus. Il y en a eu quand même beaucoup qui étaient extraordinaires de densité humaine, même aussi de... Enfin, on avait l'impression d'entendre une véritable parole, la parole de... Vous savez, il n'y a pas seulement une espèce de babil de l'époque, mais une parole individuelle, personnelle d'être humain. Moi, j'ai été... du côté, par exemple, des rescapés, l'un des premiers témoignages était celui d'une jeune femme qui s'appelle Maya, qui était au Carillon, et qui a raconté comment, au fond, entrer avec 4 amis, dont un qui était son compagnon, son mari même, et ben elle est ressortie seule. Et elle a raconté ça
Elle racontait une reconstruction très, très, très fragile, très, très, très difficile, mais elle l'a racontait avec quelque chose d'incroyablement vibrant qui fait... Au fond, je crois que c'est le premier témoignage qui nous a tous laissé à la fois pantois, enfin en larmes, tout simplement, en larmes. Je veux dire, moi, je ne suis pas un grand pleureur, mais je me suis quand même retrouvé, au cours de ce procès, à pleurer assez souvent, et à pleurer pas seulement pendant les audiences, mais je vais rentrer chez moi, me réveillant la nuit, et me réveillant en larmes. Et il y a un autre, alors, du côté des endeuillés, il y a eu un témoignage qui a aussi impressionné tout le monde, d'une femme qui s'appelle Nadia Mondeguer, dont la fille Lamia a été tuée à la Belle Équipe. Et Lamia, qui est une femme qui a quelqu'un, elle parle, on l'écoute. Il y a des gens comme ça qui ont cette espèce de poids d'autorité. Et ce qu'elle racontait n'était pas seulement bouleversant comme voilà, la parole d'une mère. Et cette femme, c'est vraiment une mère, quoi. Je veux dire, on la voit, on se dit, elle pourrait être, on y reviendra peut-être, chacun se dit, elle pourrait être ma mère, elle pourrait être... Mais il y a aussi que cette femme, en dépit de son nom breton qui est celui de son mari, elle est égyptienne, elle parle l'arabe parfaitement, elle connaît extraordinairement bien le monde arabe, et elle a, au point d'avoir écrit un mémoire d'histoire sur une figure mineure, mais qui a été un des inspirateurs des frères musulmans. C'est-à-dire qu'elle, elle sait vraiment de quoi elle parle. Et elle avait son témoignage a dû durer plus d'une heure. C'est comme s'il ouvrait des portes, il allumait des lumières. Et d'ailleurs, pas précisément dans cette communauté dont je parlais, Nadia fait partie des personnes avec qui je me suis lié personnellement, avec qui je garde des liens d'amitié, parce que, bien sûr, on se fait dans un procès comme ça une espèce de petit cercle d'amis, d'alliés, qui sont ceux avec qui on discute, on est aux suspensions d'audience, on commente, on échange les impressions, tout ça. Donc voilà, j'en cite deux, il y en a beaucoup d'autres. Mais alors justement, cette Nadia Mondeguer, que j'ai découvert en vous lisant, elle m'a mis, dans votre livre en tout cas, un peu mal à l'aise, Emmanuel Carrère. Citant l'un des accusés, elle dit, je ne sais plus lequel, « J'ai trouvé la forme excellente, la pensée rigoureuse, j'ai adoré. » Et en outre, et ça m'a vraiment semblé étrange, elle les appelle ses gosses, les accusés, ses gosses. Et elle dit l'un d'entre eux, toi, tu es en train de me répondre. C'est étonnant même quand on sait de quoi ils ont été capables. Et vous-même, vous le dites, Emmanuel Carrère, la propagande, normalement, cache l'horreur. Ici, dans le cas de Daesh, elle l'exhibe. La propagande nazie ne montrait pas Auschwitz, la propagande stalinienne ne montrait pas le goulag, elle présentait toujours le visage de la vertu. Là, la propagande montrait des décapitations, ou bien ce pilote jordanien brûlé vif dans sa cage, et c'est ceux-là dont ces gosses, en l'occurrence, s'abreuvaient à Molenbeek ou ailleurs. C'est ce qui a motivé leur action. Donc, ces gosses, je ne sais pas très bien quoi en faire, Emmanuel Carrère. Alors, il y a une première chose, c'est que des paroles qui peuvent être choquantes comme celle-là, je dirais, n'ont pas le même sens dans la bouche de Nadia Mondeguer plutôt que dans la mienne ou la vôtre. Je veux dire, elle a payé cher le droit de dire des choses aussi troublantes. Je voudrais dire, à un moment de son témoignage, elle a dit, vers la fin de son témoignage, elle a dit au fond qu'elle pensait à ces garçons qui avaient l'âge de sa fille au moment où elle a été tuée, environ 25 ans, en disant, et là il n'y a rien de choquant, il y a quelque chose que n'importe quel être humain
ne peut que ressentir, en disant mais c'était des petits-enfants qu'à un moment, j'aurais pu les amener, les conduire à l'école en les tenant par la main. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus ces monstres qui décapitent des gens en se marrant? Ça, je veux dire, ça me paraît dire quelque chose enfin, d'élémentairement humain. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs mois après, il y a eu un accusé qui s'appelle Sofiane Ayari, qui avait décidé de se taire comme d'autres, qui s'est tu pendant tout le procès, jusqu'au moment où il s'est levé et a dit il y a une femme qui a parlé il y a plusieurs mois, qui a parlé de sa fille, qui a parlé du fait qu'on aurait pu être des... Et celle-là, je ne peux pas lui rendre sa fille, je ne peux pas la rendre heureuse, mais je lui dois quelque chose et je vais parler. Et le type a parlé pendant 4 heures. Et quand elle dit c'était rigoureux sur la forme et tout, le j'ai adoré est une provocation dont elle est capable et tout ça. Mais le fait est que c'était très intéressant et que ce qu'on entendait n'était pas, contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu, le fait d'un type complètement décérébré qui récite une espèce de vulgate débile. Le type parlait de quelque chose. Il parlait au fond, de quelque chose qui était un engagement politique, face à tout dont il reconnaissait lui-même qu'il avait été dévoyé. Mais le récit de son itinéraire était instructif. Et donc, comment dire, le truc un peu violent et provocateur de Nadia, ça a amené à une parole qui valait le coup. Et en plus, qui était rare parmi les accusés, parce que dans l'ensemble, c'était vraiment pas intéressant ce qu'il disait. Oui, mais alors, allons un peu plus loin dans la réflexion, précisément sur le mal. L'un des accusés, Mohamed Abrini, dit, et vous reprenez cette phrase, on n'est pas sorti du ventre de nos mères avec des kalachnikovs, sans doute. Mais vous dites aussi que le père Abdeslam était conducteur de tramway pour la société de transporteurs bruxellois. Le père Abaoud, qui était le chef du commando des tueurs, possède non pas un, mais des magasins de sport, et il a inscrit son fils, Abdelhamid, dans une des meilleures écoles catholiques de Bruxelles. Sylvie Caster, dans son livre 16 novembre, parle d'un autre accusé, Mohamed Bakali, qui a vécu dans une famille unie. J'habitais, dit-il, dans une petite cité pavillonnaire, je faisais beaucoup de football, il y avait une bibliothèque, je lisais beaucoup, j'ai eu une éducation qui était un peu religieuse à la base, j'ai obtenu un bac technique de gestion commerciale. Donc, l'explication sociologique ne fonctionne pas. C'est-à-dire, on aime bien ramener certaines actions mauvaises aux causes qui les auraient provoquées, discrimination, famille désunie, etc. Là, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, ce qui conduit Sylvie Caster à cette question, mais en Mohamed Bakali, si décrété, si intelligent, comment s'est inscrit le mal? Et c'est vrai qu'on se heurte violemment à cette question, on se heurte d'autant plus violemment que précisément, ils ne peuvent pas exciper d'une enfance malheureuse, ces accusés. Non, mais vous avez raison, c'est ni des cas sociaux, ni des gens issus de familles gravement dysfonctionnelles. Non, ça c'est tout à fait vrai. Alors, vous voyez, j'ai l'impression on essaye effectivement d'expliquer ça par une forme d'exclusion, de choses comme au fond, comme si ça s'expliquait par le malheur. Par un sentiment. Or, effectivement, c'est pas nécessairement des gens, très malheureux, ni plus que la moyenne, quoi. Mais au fond,
devenir djihadiste, c'est aussi accéder à une dimension valeureuse de soi, c'est se voir pas comme un pauvre type misérable, mais comme un héros, comme quelqu'un. Donc c'est pas j'ai l'impression que vous voyez les programmes de déradicalisation, tout ça, c'est voué à ne pas marcher, pas plus que n'aurait marché, je ne sais pas, au début du christianisme, des programmes de déchristianisation parce que tout simplement personne n'a envie de quitter un groupe dont il a l'impression qu'il est vraiment à l'avant-garde de quelque chose qui va vaincre, qui va l'emporter, les djihadistes, leur mépris va plutôt, je dirais, à tous les libéraux qui croient à une espèce de dialogue apaisé entre les religions. Au fond, les seuls types qui respectent, de notre côté, si on peut dire, c'est les identitaires occidentaux, blancs, parce que tout simplement, ils ont l'impression qu'ils sont absolument d'accord sur le diagnostic qui est l'incompatibilité totale de leur civilisation. Et là-dessus, ils sont pas... ils se sentent pas nécessairement, vous voyez, dans une position d'infériorité, de marginalisation misérable. Mais d'un autre côté, vous citez à un moment donné, Emmanuel Carrère, vous citez Manuel Valls, et vous lui en voulez de cette expression, expliquer, c'est excuser. Bah oui, je la trouve idiote, oui. Mais pourquoi la trouvez-vous idiote? Parce que je pense que expliquer, comprendre n'est pas du tout excuser, et je dirais que... Alors, incontestablement, ça me paraît une des fonctions de la littérature, mais même pas seulement de la littérature, de la justice aussi. On a été là. C'est-à-dire, si ce procès a duré 9 mois, ce qui paraît démesuré, c'est aussi parce qu'on a essayé de comprendre, et on a réellement essayé de le faire. Oui, mais je ne vous dirais pas qu'on y est arrivé. Oui, mais... Par ailleurs, il s'agit d'un assez pauvre mystère, hein, quand même, celui qui enveloppe aussi beaucoup de conneries. Oui, mais d'abord, Valls n'a pas dit comprendre, il dit exactement expliquer, c'est déjà un peu excuser. Et la première fois, c'était le 26 novembre 2015, en répondant à un sénateur communiste qui suggérait que le terrorisme était la conséquence de la stigmatisation et de la discrimination des jeunes. Il disait, Valls, j'en ai assez de ceux qui cherchent en permanence des excuses et des explications culturelles ou sociologiques aux événements qui se sont produits. Et la phrase incriminée, celle-là, il a prononcée le 9 janvier 2016 en présence des proches des victimes devant l'hypercachère. Et cela disait en effet que les premières victimes ceux qui disaient les premières victimes du terrorisme sont les musulmans et les vraies victimes pouvaient être meurtries de lire sous la plume de Christian Bobin par exemple 6 jours après la tuerie de Charlie Hebdo, il n'y a pas une limite infranchissable entre les victimes et les bourreaux, c'est la même humanité qui souffre comme un corps commun. Donc je cite cette phrase de Christian Bobin, je l'ai découverte en lisant une chronique d'André Perrin dans le dernier numéro de Commentaire, non pas pour mettre en cause l'œuvre de Christian Bobin, il vient de mourir, c'est un écrivain important. Il n'empêche que ça me pose un problème parce qu'on ne dirait pas les choses ainsi pour les criminels nazis. C'est-à-dire, personne, tout le monde peut reconnaître que le traité de Versailles a humilié l'Allemagne et que ça a contribué à la venue d'Hitler au pouvoir, mais personne ne songerait à expliquer Hitler par le traité de Versailles. C'est-à-dire, on ne veut pas transférer l'imputation de l'agent à la cause qui aurait provoqué son action quand il s'agit du national-socialisme. Mais là, dans le souci de comprendre, on peut peut-être parfois aller trop loin, me semble-t-il. En tout cas, beaucoup plus loin qu'on ne le ferait pour ce type de criminalité qu'a été le nazisme. Emmanuel Carrère. Je ne suis pas d'accord, ça veut juste dire qu'on est... Non mais, je pense qu'il ne doit pas y avoir de
limite à la volonté de comprendre. Simplement, il ne faut pas que les explications soient trop primaires, soient primaires ou univoques. Ça veut dire rentrer dans une espèce dans une grande complexité. Et par ailleurs, dire que les bourreaux et les victimes appartiennent à la même humanité, ben, comment le nier? On appartient à la même humanité. La même humanité peut produire ça et ça. Alors, cela dit, la capacité, l'intérêt qu'on peut porter. Moi, j'ai été surpris, en fait. Une des nombreuses choses qui m'ont surpris, c'est que, comme tous les gens qui s'intéressent aux faits divers, aux procès, aux affaires criminelles, je m'intéresse davantage aux criminels qu'aux victimes. C'est comme ça, les criminels, on se demande, il y a un mystère, on se demande ce qui... Alors que les victimes, on les plaint. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas un seul chroniqueur judiciaire qui ne souscrira pas à ce que je dis. Mais, dans ce cas, les victimes, ce qu'ont pu dire les victimes a été constamment passionnant, bouleversant, inattendu, parfois d'une grandeur humaine qui laissait pantois, alors que les accusés, dans l'ensemble, c'était vraiment pas des... Enfin, il fallait vraiment faire un énorme effort pour s'intéresser à eux. Il y avait une parole incroyablement stéréotypée, très souvent stupide. Il y avait une espèce de très grande médiocrité. Mais, je veux dire, on est dans un procès, il faut s'intéresser à eux, on est là pour ça. Un procès, c'est le procès des accusés, c'est pas le procès du terrorisme, c'est pas le procès, c'est le procès de ces types-là. Alors effectivement, il faut faire un effort pour s'intéresser à eux, et il a été fait. Encore là, honnêtement, je trouve que ce procès a quand même été... on a voulu qu'il soit exemplaire, et moi je trouve qu'il l'a été, surtout. Qui a eu non seulement une grande dignité, mais justement ce désir de comprendre dont on parlait il y a un petit moment, il a été constant. Il a été constant. Donc vous dites que ce procès est exemplaire, vous vous démarquez ce faisant de certains avocats de la défense, nous reviendrons sur leurs arguments, qui ont publié dans Le Monde une tribune. Le procès des attentats du 13 novembre n'a pas été exemplaire et les droits de la défense ont été malmenés. Vous n'iriez pas jusque-là. Alors, en fait, non, je ne pense pas que les droits de la défense aient été malmenés. Enfin, aussi une des choses qui ont rendu ce procès exemplaire, c'est la qualité aussi bien des avocats des parties civiles que des avocats de la défense, qui étaient très brillants, extraordinairement investis, qui ont très bien fait leur boulot. Mais attendez, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, non, il y a quelque chose de paradoxal à dire qu'un procès a été exemplaire, tout en se déclarant au moins en partie insatisfait par le verdict. Et je veux dire, ce paradoxe, je l'assume. Moi, j'ai trouvé que le procès s'est très bien passé, et je fais partie de ceux qui sont gênés par le verdict en ce qui concerne Salah Abdeslam, qui a été condamné à une peine de réclusion à perpétuité, dite incompressible. Et ça, voilà, il y a des gens que ça a mis mal à l'aise, qui trouvaient, et j'en fais partie. Et je veux dire, pour moi, il y a pas mal d'arguments en ce sens, à l'appui de ce malaise. Il y en a un qui me paraît évident, c'est que si on avait pris vivant son frère ou Abdelhamid Abaoud, enfin les gens qui ont eux tiré avec leur Kalachnikov ou se sont fait sauter, ceux-là auraient écopé d'une telle peine. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'aurait pris Salah Abdeslam? Forcément moins. Il aurait certainement pris perpétuité avec 30 ans de peine de sûreté, ce qui est énorme. Mais il n'aurait pas pris la même peine. Donc j'ai l'impression que là, simplement, on a privilégié l'exemplarité de la peine au détriment de sa proportionnalité. Voilà. Bien. Alors, c'est un peu technique ce que je dis là. Non, c'est pas... Alors justement, restons dans la technique. Je reviendrai tout à l'heure sur certains arguments de la défense. Revenons sur la perpétuité incompressible. Je me suis renseigné.
j'ai pas besoin d'aller en bibliothèque. Mon épouse est avocate, elle représentait certaines parties civiles au procès du 13 novembre, c'est Sylvie Topalov. Et voilà ce qu'elle m'a appris. Qui a fait partie de mon espèce de cercle d'amis, d'alliés. Je veux dire, on se retrouvait à la machine à café pour discuter de l'audience, oui. Alors, Sylvie Topalov vous a dit que la perpétuité incompressible, c'était pas vrai, que les gens pouvaient sortir, qu'on pouvait envisager leur sortie après 30 ans. C'est très important, parce que vous ne le dites pas dans votre livre, mais vous êtes écrivain. Les avocats de la défense, dans la tribune dont je parle, disent que c'est une condamnation à la mort lente. Ils sont avocats. Alors, soit ils sont incompétents, soit ils sont de mauvaise foi, ce qui est vraiment très embêtant. Une peine véritablement incompressible n'existe pas en droit français, puisque conformément aux dispositions européennes, la loi prévoit qu'à l'issue d'un délai de 30 ans de détention, le condamné peut demander au juge de l'application des peines la levée de cette mesure. Alors, il doit faire la preuve qu'il s'est amendé, il doit présenter des garanties sérieuses, mais à ce moment-là, 3 magistrats totalement indépendants décident soit de le maintenir en prison, soit d'aménager sa peine, et cet aménagement de peine peut aller jusqu'à la libération conditionnelle. Donc, il est un peu... Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je crois le président, auquel vous rendez hommage d'ailleurs, n'a pas utilisé le terme d'incompressible, précisément pour ne pas laisser croire que c'était une mort lente en prison. Donc, je pense qu'il est important quand même que les lecteurs et les auditeurs le sachent, Emmanuel Carrère. Alors vous avez tout à fait raison de le préciser. Ça ne change rien à ce que je dis, c'est sur le caractère de non-proportionnalité de la peine par rapport à ce qu'aurait pu être, à ce qu'aurait pris des gens qui auraient réellement... Il n'a pas déclenché sa ceinture. Voilà. Et on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'était la peur? Est-ce que c'était une certaine pitié pour les victimes? C'est ce qu'il a essayé. C'est ce qu'il a dit, au fond, peut-être. Mais à vrai dire, même si c'était la peur, c'est tout à fait humain, la peur. C'est pas une mauvaise raison de ne pas tuer des gens. Oui, absolument. Alors, j'en reviens aux arguments de la défense, c'est toujours la question jusqu'où aller dans l'explication. Certes, on ne va pas se crever les yeux, et il faut comprendre, c'est l'humanité même. Mais vous citez en très bonne part un avocat qui dit que la cause des attentats, comment s'appelle-t-il? Gültaslar. Un avocat belge qui défendait Sofiane Ayari, dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors il dit, la cause des attentats, ce n'est pas la religion, c'est la guerre. La France est engagée en Syrie, cela s'appelle être en guerre. Il a demandé donc la requalification du crime en crime de guerre. Mais ça voulait dire aussi que si crime de guerre il y avait, c'était une réponse à un autre crime, le crime commis par les Français, entre autres, les Français, les Américains, la coalition, en Syrie et en Irak. Vous pensez vraiment que cet argument tient le coup, Emmanuel Carrère? Alors, non. Je pense que... Alors, il y a deux choses. Il y a que certains, comme Ayari, on peut dire qu'au début, leur engagement était effectivement celui de gens qui allaient se battre contre la barbarie de Bachar el-Assad. Au début, je pense que ça a pu être ça. Qu'ensuite, il y a eu cette espèce d'énorme confusion sur le terrain entre l'armée syrienne libre, les Al-Qaïda, et puis l'apparition de Daesh, toute une espèce de jeu de l'ami de mon ennemi. Bon, et puis ensuite, c'est devenu ce truc monstrueux. Mais qu'au début, il y ait eu quelque chose qui soit de l'ordre d'une espèce d'idéalisme politique, moi, dans certains cas, ça me paraît tout à fait possible et ça n'excuse en rien ce qui s'est passé par la suite. Mais cela dit, ce Gültaslar,
c'est peut-être le seul qui s'est aventuré, et je lui en fais pas, mais sur le terrain de ce qu'on a appelé, enfin de ce que Jacques Vergès avait appelé la défense de rupture. Ah, Vergès. On y vient, je sens que ça vous intéresse. Non, c'est-à-dire, personne s'est risqué sur ce terrain, et à juste raison. Moi, j'aurais été avocat, j'y serais certainement pas allé. Mais celui qui consiste à rentrer dans la logique et dans les vues des accusés en disant politiquement, ça se tient tout à fait. C'est-à-dire, c'était le principe, c'était le truc de Vergès quand il a été l'avocat de Klaus Barbie dans un procès qui n'était pas, dont le V13 n'est pas si différent. C'est-à-dire que ça a été de la même façon considéré comme une espèce de procès pour l'histoire, pour l'exemple, pour lequel on a construit une salle, pour lequel, Vergès, son argument de défense était d'un bout à l'autre de dire ok, Klaus Barbie a torturé à Lyon, la Gestapo a torturé à Lyon, mais l'armée française en Algérie a torturé aussi, donc à chaque fois que vous me parlerez de la torture des nazis à Lyon, moi je vous parlerai de l'armée française en Algérie. Disons que ça passait encore, je ne sais pas si on peut le dire, mais disons ça avait sa logique, même si c'est une logique très pervertie. En tout cas, c'est une logique qui, comme on dit, est aujourd'hui inaudible. C'est-à-dire qu'aucun avocat n'est allé sur ce terrain-là. Celui que vous citez, très sur la pointe des pieds, et un peu pour l'exemple, et un peu comme pour avoir tenté, je dirais, pour la beauté de la démonstration, quelque chose comme ça, parce qu'en plus il essayait ça, vous voyez, à 2 jours du verdict, c'est-à-dire que personne allait à 2 jours du verdict dire on va requalifier ça en crime de guerre. Non, bien sûr, mais les avocats de Klaus Barbie, moi j'étais à Lyon, j'ai suivi un peu comme vous avez suivi V13, sont allés encore plus loin, justement par des défenses de rupture, puisque face aux parties civiles, ils ont dénoncé les actes de torture et quasi génocidaires de l'État juif. Oui, aussi. C'était assez violent. Mais ça, plus personne ne peut faire un truc comme ça maintenant. Enfin, en tout cas, dans le lieu de la justice, dans la polémique médiatique, tout ça, oui, on le fait. Oui, bien sûr. Mais alors, on a l'impression, d'ailleurs, à vous dire que François Hollande répond par anticipation à cet avocat qui flirte avec les défenses de rupture, parce qu'il dit l'État islamique a menacé la France, et je vous cite, résumant François Hollande, l'État islamique a menacé la France avant et non après les premières frappes en Irak. On nous a frappés pour ce que nous sommes, le pays de la liberté, pas pour ce que nous avons fait. Et il me semble que c'est très juste. C'est-à-dire que, oui... Bien sûr qu'il a raison, Hollande, là-dessus. Mais bon, l'avocate d'Abdeslam, Olivia Ronen, qui a été très bonne, les 2 avocats d'Abdeslam, mais si vous voulez... ils n'ont pas beaucoup de munitions, les avocats d'Abdeslam. Ça veut dire qu'ils ont quand même fait flèche de tout bois, ils ont essayé, elle a tenté, c'était de démontrer avec un truc, une question de date à 2 jours près, en disant oui, c'est le jour, en réalité c'est le lendemain ou la veille que le porte-parole de l'État islamique a tenu une espèce de discours, enfin à la fois hallucinant, et je pense que pour ces soldats inoubliables consistant à dire quelque infidèle que vous rencontriez et coupez-le en morceaux, jetez-le d'une falaise, faites rouler votre voiture au-dessus de lui, tout ça. Et ce qu'elle essaye de démontrer, c'est que il a dit ça 2 jours après les premiers... Bon, elle fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut, je dirais que là, je saluais un peu la tentative de l'avocate, mais évidemment que là, c'est Hollande qui a raison, quoi, qu'il était...
D'ailleurs, il a été très, très bien, quoi. Hollande, il a été très Et bien. d'ailleurs, vous revenez sur une image très frappante qui hante aussi le livre de Sylvie Caster, celle encore une fois du grand commanditaire Abdelhamid Abaoud, qui traîne des morts attachés par une corde à l'arrière de son pick-up. Et ces morts ballottent et se déchiquettent à terre dans la poussière, et il le fait en riant, et les témoins rient de cette scène absolument épouvantable. Mais pour en revenir justement aux raisons qui ont pu pousser ces terroristes à agir comme ils l'ont fait, peut-être faut-il justement remonter à l'origine de l'islamisme, et notamment Saïd Qutb, qui est l'idéologue des frères musulmans, et qui n'a pas tant été traumatisé par le joug colonial que par son séjour aux États-Unis, où il a vu les horreurs de cette liberté bestiale qu'on nomme la mixité. Et, comme vous le savez, et d'ailleurs vous en parlez, enfin, tous les crimes n'ont pas été commis au Bataclan, des terrasses ont été visées, des terrasses. Et c'est intéressant parce que ça me rappelle une phrase extraordinaire de Saul Bellow, « Wie Gott in Frankreich, comme Dieu en France, ainsi les Juifs d'Europe centrale résumaient-ils le parfait bonheur ?» Et Saul Bellow dit « Dieu serait parfaitement heureux en France parce qu'il n'y serait pas dérangé par les prières, rites, bénédictions et demandes d'interprétation de délicates questions diététiques, environné d'un croyant, lui aussi pourrait se détendre le soir venu, tout comme des milliers de Parisiens dans leur café préféré. Peu de choses sont plus agréables, plus civilisées qu'une terrasse tranquille au crépuscule. » Et c'est cette forme de civilisation qui a été explicitement visée. Et ce n'était pas en réponse Bien sûr. à la guerre. Il y a quelque chose qui était parmi les détails, c'est fait de détails, c'est un procès, mais on a retrouvé un ordinateur dont se sont servis peu de temps avant tous les membres du commando, et dans lequel on découvre que jusqu'à une semaine ou deux avant ce massacre, on hésitait encore sur les cibles. Il y a eu qui ont été envisagées un groupe intégriste qui s'appelle, un catholique intégriste qui s'appelle Civitas, des punks aussi. Et ils ont ensuite été, je dirais qu'ils ont fait un meilleur choix de leur point de vue, parce que si on avait juste canardé des catholiques à la sortie de Saint-Nicolas du Chardonnay, ou bien des punks à chiens au dernier sous-sol du Forum des Halles, bon, on les aurait pleins, mais honnêtement, tout le monde ne se serait pas autant ému. Soyons clairs. On ne serait pas identifié. C'était les bonnes cibles. C'était les bonnes cibles. C'était justement ce à quoi vous et moi et beaucoup d'autres gens en France, on pouvait s'identifier. C'est vrai, des gens qui, juste parce qu'il fait inhabituellement doux pour la saison, vont boire un coup à une terrasse de café près de chez eux. C'est-à-dire vraiment... il est magnifique ce texte de Bellow que vous citez, c'est exactement ça. C'est ce que nous sommes, oui, en effet. Maintenant, il y a autre chose. Oui. Pardon, dans ce que vous citez, vous parlez de cette vidéo épouvantable d'Abaoud tractant comme ça les cadavres de Koufar, et il y en a d'autres comme ça. Il y a un truc très surprenant, c'est que c'est de la propagande, et que c'est une propagande, à ma connaissance, inédite. Oui. La propagande, normalement, disons, ça prétend être le bien. Je ne pense pas qu'il y ait de propagande nazie qui ait montré Auschwitz, qu'il y ait de propagande soviétique qui ait montré le Goulag, qu'il y ait de propagande des Khmers rouges qui ait montré le centre de torture S21. Là, il y a une espèce de... On montre le sadisme à l'état pur comme un argument de propagande, un argument pour faire venir les gens, de les en venez, c'est formidable ce qu'on fait, vous allez bien vous marrer. Et c'est souvent pour cela qu'ils sont venus. Oui,
pour la Oui, plupart. ça peut-être pas tous, Peut-être pas tous, il faut justement arriver à distinguer entre les individus. Il y en a dont je pense qu'ils n'étaient pas mus par ça, mais beaucoup, oui. Mais il est important de savoir effectivement ce qu'ils visaient, quel a été le sens de leur choix pour penser l'ennemi, Emmanuel Carrère. Parce que vous me dites, évidemment, le bourreau et la victime font partie de la même humanité. Mais il y a une difficulté, en l'occurrence, à aller jusqu'au bout d'une réflexion sur l'ennemi. Alors bien sûr, certains vont très loin dans la compréhension, ceux qui disent vous n'aurez pas ma haine, et là vous justifiez un peu Patrick Jardin, un endeuillé qui dit ben oui, mais ma haine vous l'aurez à jamais. Et vous dites les deux choses doivent être entendues. Ah oui, là vous avez raison, mais tout ça me rappelle une soutenance de thèse qui a eu lieu il y a très longtemps. C'est Julien Freund face à Jean Hippolyte, le 26 juin 1965. Et Julien Freund, disciple de Carl Schmitt, Freund reprenait à son compte la polarité ami-ennemi. Et Hippolyte lui dit, reste la catégorie de l'ami-ennemi, définissant la politique, si vous avez vraiment raison, il ne me reste plus qu'à cultiver mon jardin. Et à ce moment-là, Julien Freund lui répond, vous croyez, du moment que nous ne voulons pas d'ennemis, nous n'en aurons pas. Or, c'est l'ennemi qui vous désigne. Et s'il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez lui faire les plus belles protestations d'amitié. Du moment où il veut que vous soyez l'ennemi, vous l'êtes. Et il vous empêchera même de cultiver votre jardin. Et il y a un peu ça, c'est-à-dire, il nous désigne comme ennemis pour ce que nous sommes, et nous avons tendance à dire, non, nous allons expliquer, nous allons comprendre, pour l'intégrer dans l'humanité que nous formons, et dont lui-même ne veut pas faire partie. Oui, mais alors, à ce moment-là, ça renvoie à la question plus générale de l'utilité d'un tel procès. Parce que, si vous voulez, on pourrait dire, ces types sont absolument nos ennemis, ils n'ont pas de raison de bénéficier de notre droit tellement beau, tellement noble, et je dis ça sans la moindre ironie. Oui. Écoutez, la solution c'est Guantanamo, quoi. Nous, le choix qu'on fait, c'est la réponse, disons, par le droit à la barbarie. Ça a été vraiment l'enjeu de ce procès. Mon avis n'a pas grande importance, mais moi je suis plutôt pour. Voilà, et en tout cas, ça a été bien fait. Votre avis a de l'importance, Emmanuel Carrère, et je voudrais maintenant en venir à la toute fin du procès, ou même au juste après procès. La soirée des deux palais, dont vous dites qu'elle a été l'une des plus extraordinaires de votre vie. Alors, racontez-nous cette soirée et qu'est-ce qui vous a impressionné en elle, Emmanuel Carrère? Alors, il s'est passé quelque chose qui était vraiment inattendu. Le dernier jour du procès, après le verdict, les gens ont commencé à descendre les marches du palais en commentant le verdict, justement ceux qui étaient mécontents de la perpétuité incompressible en discutaient, ça parlait entre avocats, et puis entre avocats, partie civile, ceci, cela, dans cette espèce somme toute d'assez grande complicité qui a été qui s'est forgée au long du procès. Et au fond, cette espèce on est tous allés, comme on le faisait, somme toute par petits groupes généralement, à la brasserie qui se trouve en bas, en contrebas du palais, qui est cette vieille brasserie qui s'appelle la brasserie des Deux Palais, et rien n'avait été prévu, mais tout le monde a un peu convergé vers cet endroit, où somme toute les uns et les autres, on avait régulièrement bu des cafés, on s'était retrouvés tous. Et au fond, cette espèce de communauté qui s'était créée au fil des audiences entre avocats de partie civile, avocats de la défense, magistrats même, journalistes, partie civile, cette communauté, ça a été le moment où elle s'est défaite. Et où elle s'est défaite, où tout à coup, chacun a senti qu'elle avait été précieuse. Et on n'arrivait plus à se quitter. Et effectivement, c'était là
à boire des verres, à boire de plus en plus de verres. Je pense qu'on a été très nombreux à terminer la soirée complètement sous. Et il y a eu, très inexplicablement, enfin, ou disons, c'est difficile à comprendre, mais une espèce de liesse, une espèce d'euphorie, donc, que je rapporte, mais disons, c'est comme si on s'y sentait autorisé par ce qu'elle était, parce qu'au fond, beaucoup de partis civils l'éprouvaient. On était beaucoup comme ça. Et donc, il y a eu quelque chose, une espèce de fraternité fragile, dans lequel tous ceux qui étaient partie prenante du procès, on était là, on a été là ensemble, on se quittait. Bien sûr, il y avait certains, enfin, il y avait des liens qui s'étaient tissés, qui allaient continuer, des amitiés qui allaient continuer. Mais cette communauté se défaisait et ça a été un moment, mais je veux dire, j'ai presque les larmes aux yeux en parlant là tout de suite. Ça a été, c'est vrai, un moment inoubliable. Mais bizarre aussi, bizarre, et qui pouvait paraître choquant à certains égards. Choquant pourquoi? Parce que les accusés ont été partie prenante de cette... Trois accusés qui sortaient libres. Voilà. Mais qui étaient quand même... bien sûr, qui avaient été condamnés pour association de malfaiteurs terroristes. Et vous dites, d'ailleurs, qu'une jeune fille, lourdement handicapée, parce qu'elle a eu la mauvaise idée de fêter son anniversaire à la Belle Équipe, est partie avec son compagnon, tellement il trouvait ce spectacle obscène. Et certains de ces accusés ont dit qu'ils n'avaient jamais été autant embrassés, célébrés et photographiés, même lors de leur mariage. Donc, ça peut susciter, en effet, un sentiment de gêne, parce que on lit ça, on dit, ben voilà, c'est comme une fin de vacances. On s'est bien entendu, on va échanger les adresses, on est triste de se quitter. Ou, encore mieux, une fin de tournage. On a été... Vous savez ce que c'est, un tournage, Emmanuel Carrère. Vous en avez eu un récemment. Donc on a été ensemble, et puis voilà, on va tous se séparer, donc il y a effervescence, liesse et tristesse en même temps, sauf que c'était pas un tournage, c'était pas des vacances, c'était le procès d'assassins ou de complices d'assassinat. Voilà. Vous avez mille fois raison, hein. Moi je souligne l'étrangeté de ce moment. Mais si vous voulez, je rapporte qu'il y a eu cette espèce de liesse bizarre. Alors, vous avez parlé, il y avait effectivement trois accusés qui étaient dans une situation assez particulière, qui comparaissaient libres, parce que on considérait que enfin, ils n'avaient pas fait rien du tout, ils avaient quand même participé à l'exfiltration de Salah Abdeslam la nuit du 13 au 14 novembre. C'est-à-dire que c'est pas juste avoir été... parce qu'il y a un gars comme ça qui avait fait des faux papiers, on peut dire que lui, c'était vraiment... Lui, il a été... voilà, lui, c'était vraiment très, très ténu. Ces trois-là, tout ce qu'on disait, c'est au fond, ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient, ils ont plutôt agi par bonne camaraderie que par... et ils ne savaient pas qu'ils se prêtaient la main, même indirectement, à une entreprise terroriste. On les a tout de même laissés sortir libres. Bon, si on l'a fait, il y avait tout de même des raisons. Vous avez bien... la justice terroriste est quand même... antiterroriste est quand même très sévère, à juste raison, mais elle l'est toujours, quoi. Non, mais moi, les gars sont... Le fait est que au fil du procès, je pense même avoir été un peu à l'origine de l'intérêt qu'on s'est mis à leur porter, parce qu'à un moment, moi, je me disais, ces trois gars, ils sont là, ils sont à Paris, ils sont belges. Comment ça se passe concrètement leur vie, quoi? Où est-ce qu'ils habitent? Ils ont pas de... Et je me suis intéressé à eux. J'ai fait un article, j'ai fait une de mes chroniques sur eux. Le fait est qu'il y en avait un au moins que je trouvais assez attachant, assez touchant. Et le fait est que pas mal de partis civils, au fond, se sont mis à s'intéresser à lui avec une espèce de... Ah oui, de sympathie, d'affection paradoxale, qui fait que, en effet, il était dans cette étrange soirée où les gens l'embrassaient et faisaient des selfies, quoi, avec lui. Pas tous, hein, pas tous. Quand même. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je rapporte ce qui a eu lieu,
Et dans ce qui a eu lieu, il y a le fait aussi, pour autant que ça puisse intéresser, que moi j'ai cette nuit-là partagé cette espèce de liesse triste, qui était... si je dis que ça a été des soirées les plus extraordinaires que j'ai vécues, il faut l'entendre au sens strict. Je ne dis pas ça a été super et on s'est bien marré. Hein. C'était, oui, ça a été quelque chose d'extraordinaire, par tous ses aspects. Mais je pense personnellement qu'il était bon que ces 3 accusés ne retournent pas en prison. D'ailleurs, c'est ce que souhaitaient aussi un certain nombre des avocats des parties civiles. Et j'admire aussi... De là à faire des selfies. Oui, de là à faire des selfies. Il y a un pas. Et puis j'admire aussi, justement, vous dites ce verdict a été sévère, mais il a été gradué. Tout le monde n'a pas été condamné à la même peine. On a fait attention à cela, jusqu'aussi d'ailleurs dans les réquisitoires des procureurs, les 3 procureurs auxquels vous rendez hommage, Emmanuel Correa. Mais là, moi, je me demande si tout cela ne révèle pas cette soirée extraordinaire, et je pourrais m'intégrer dans cette critique, la toute-puissance du kitsch sur les esprits et sur les cœurs. Moi, je cède très souvent au kitsch, mais est-ce que ça n'avait pas, au bout du compte, cette soirée-là, je ne sais pas si le kitsch est le mot juste. Je pense fraternité un peu sentimentale et donc un peu sentimenteuse. Je ne sais pas, hein. C'est une objection que je risque timidement. Oui, je votre timidité. Non, je sais pas. Moi, je dirais, c'est pas le mot qui me vient à l'esprit. Kitsch, je trouve que ça a été étrange. Par moments, choquant, triste, il y a quelque chose qui s'est, au fond, comment dire, pendant ce procès, j'ai souvent, vous voyez, vous suivez quelque chose comme ça, vous rentrez à la maison, vous êtes vous avez envie d'en parler. Je ne sais pas ce que votre femme, Sylvie Topalov, vous racontait le soir de ce procès, mais vous avez envie d'en parler, vous ou à vos amis, et en réalité, ça se révèle incommunicable. La violence, la complexité, les contradictions des émotions qu'on a éprouvées étaient incommunicables. Et au fond, j'ai essayé, en faisant ce livre, de le communiquer un petit peu de mon mieux. Et vous y avez très bien réussi, Emmanuel Correa. Et d'ailleurs, en lisant votre livre, on se rend compte que nous ne sommes pas sortis de l'auberge, même si nous vivons une pause dans les attentats. Vous dites à un moment donné, et ça m'a fait frémir, que tous les prisonniers de droit commun à Fleury-Mérogis ont hurlé de joie pendant des heures à l'annonce du massacre de Nice le 14 juillet 2016. 14 juillet 2016, un camion a roulé sur la promenade des Anglais et a fait 86 morts. Enfin, voilà. En tout cas, je voudrais renvoyer à votre livre, Emmanuel Carrère, qui m'a passionné, V13, chronique judiciaire, publié aux éditions POL. J'ai signalé aussi dans l'émission le livre de Sylvie Caster, le 13 novembre, aux éditions Les Échappés. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Thibaut Nassimben.